Du dense au subtil, de l'avoir à l'être, du multiple à l'unique. Nous venons de constater que de la matière dense à la matière subtile ignée, nous passons des valeurs de l'avoir, j'ai une maison, j'ai un corps, aux valeurs de l'être, je suis un être vivant. Une seconde transition s'opère également du dense vers le subtil. Jésus n'a pas dit « je suis une lumière du monde », mais « je suis la lumière du monde ». Rappelons-nous les différentes couleurs lumière, celles de l'arc-en-ciel qui se fondent les unes dans les autres comme autant de vertus dans l'unité de la lumière blanche. Cette notion d'unicité est fondamentale. Dans la matière dense, je peux avoir des maisons, m'étaler presque à l'infini sur l'immensité du territoire terrestre, comme certains grands conquérants l'ont fait. À l'inverse, plus on avance vers la lumière, plus on s'approche de la conscience et plus on se fond dans l'unité de la source de toute vie, l'unité biologique d'un seul et unique vivant, l'univers. Jésus l'a signifié dans son enseignement. Je suis en mon Père et mon Père est en moi et moi en vous. Une remarque. On est en bonne santé, mais on a des maladies. Le singulier pour la santé qui reflète l'harmonie de fonctionnement de toutes les cellules de notre corps, notre terre vivante personnelle, en relation avec le tout. Le pluriel pour les maladies, car les pathologies témoignent du dysfonctionnement de notre corps. La vie est généreuse. On peut multiplier à l'infini les maladies au gré de nos aventures malheureuses. N'est-ce pas ce que l'on observe actuellement dans notre société qui semble s'éloigner de plus en plus des lois et du cadre naturel que nous offre la vie? Posons-nous la question, est-ce la Terre qui appartient aux humains ou l'humanité qui appartient à la Terre? Notre société occidentale s'est identifiée dans son mode de fonctionnement à la notion d'avoir. Cela nous donne une compréhension du monde très particulière. J'en ai pris pleinement conscience lors d'un stage animé par une Américaine, amérindienne d'origine Lakota. En fin de session, un stagiaire lui posa cette question anodine. Avant l'arrivée des Blancs aux Amériques, à qui appartenait la Terre? Devant son incompréhension, les traducteurs durent lui reformuler par 3 fois différemment la question. Après un nouveau silence, un grand éclat de rire, et la réponse fusa spontanément jaillie des profondeurs de son être. Mais ce n'est pas la Terre qui appartient aux humains, ce sont les humains qui appartiennent à la Terre. Et oui, une autre conscience qui pourrait changer la gestion de l'humanité de cette encore belle planète. Après 20 ans, je n'ai pas encore su vraiment intégrer dans mon vécu personnel l'importance de cette révélation. Nous allons voir que ces éléments qui forment et animent le monde extérieur, le macrocosme, se retrouvent avec une grande similitude dans notre corps, le microcosme. Alors continuons notre chemin. Le jeu des 7 éléments, la terre, l'eau, l'air, la lumière dans notre corps. La correspondance entre le monde du vivant et son environnement offre la possibilité à l'être humain, à travers le mécanisme de ses sens, d'expérimenter dans un corps la vie et la conscience des différents états de la matière qui constituent l'univers. Avec la matière solide, nous retrouvons les valeurs de l'avoir. L'aliment solide que je mange, celui que j'ai dans mon assiette, ne peut être dans la tienne. En l'avalant, je me l'approprie. Il ne peut en être autrement. Une fois ingérées, les particules qui se fixent au niveau de mes os seront miennes pendant quelques années, avant que le cycle de la vie ne les rende à la mère nature. Les nutriments qui ne font que transiter dans mon tube digestif seront restitués en quelques heures, voire en quelques jours pour les intestins les plus paresseux. Pour la matière liquide, le cycle de la vie s'accélère. L'eau que j'absorbe et que j'intègre dans mes cellules ne restera que quelques jours ou quelques semaines dans mon corps avant d'être rendue au grand courant de la vie. L'eau, qui ne fait que transiter, est éliminée par les reins en quelques minutes
seulement après avoir été bu. Pour la matière gazeuse, plus besoin de récipient ni d'assiette, ni de verre, plus de contenants, plus de limites. Les personnes présentes dans une pièce respirent le même air, qu'elles soient amies ou ennemies. L'air est là, je le respire, tu le respires, il le respire. Le plus souvent, nous le respirons sans même en être conscients, car la respiration naturelle est réglée par des automatismes réflexes. On peut se disputer pour défendre le morceau qui est dans notre assiette. L'air présent dans cette pièce reste indifférent à nos querelles et se laisse respirer par tous les protagonistes. Le cycle de l'air dans la matière individualisée du corps est encore plus rapide, quelques secondes à quelques minutes. Et pour la matière ignée, la lumière, liée au processus lumière-chaleur solaire, elle est tout simplement. Une autre observation nous montre la correspondance étroite entre microcosme et macrocosme. Si l'on mange de trop, on peut accroître sa masse et son volume, comme un propriétaire accroît ses biens. En buvant trop de l'eau, il n'est déjà plus possible d'amasser en dehors d'états pathologiques, car l'eau s'élimine rapidement. Pour l'air, l'accumulation est encore plus difficile, voire impossible, même si l'on essaie de respirer plus profondément. On doit le rendre plus rapidement au bien commun. Cette vérité ne se limite d'ailleurs pas qu'aux êtres humains, mais semble englober toutes les formes de vie sur Terre. Quant à la lumière, c'est une énergie qui circule à la vitesse de la lumière. On ne peut la stocker. Mystification que tout cela, me direz-vous. L'homme peut très bien vivre sans lumière, la preuve, la nuit. Notre regard d'enfant, notre guide intérieur nous éclaire encore. On peut rester quelques semaines sans manger, quelques jours sans boire, mais seulement quelques minutes sans respirer. Alors, selon vous, combien de temps peut-on survivre sans le processus chaleur-lumière du Soleil, la source de vie de notre système solaire? Congélation immédiate garantie. Excellent moyen pour lutter contre le réchauffement climatique. La photosynthèse, le miracle de l'incarnation de la vie sur Terre. Comment le principe de vie, lumière, chaleur s'incarne-t-il dans notre vie? J'en ai trouvé une traduction chimique sous la plume de M. Rousseau, mise sous forme d'une équation toute simple. Le générateur d'énergie, c'est le Soleil. Il rayonne sa lumière, chaleur électromagnétique, selon les scientifiques, jusqu'à la Terre. Le végétal, par la photosynthèse, condense cette énergie en structures et composés chimiques. Il fait de la matière. C'est une réaction endothermique. Elle absorbe de la chaleur. Nous pouvons l'écrire ainsi. CO2 plus énergie solaire va donner O2 plus C plus de l'énergie solaire. CO2, c'est le gaz carbonique. O2, l'oxygène, C plus énergie solaire, ce sont les molécules synthétisées par la biologie vivante du végétal. Elles sont très riches d'énergie solaire condensée qui est stockée dans les liaisons chimiques qui relient les molécules entre elles. Liaison simple pour l'hydrogène, double pour l'oxygène, triple pour l'azote et quadruple pour le carbone. Hasard ou organisation de la nature, on retrouve ce chiffre 4. L'animal absorbe l'énergie solaire, ainsi emmagasinée en mangeant le végétal. La digestion par la déconstruction des molécules du végétal libère de l'énergie accumulée. C'est une réaction exothermique, elle libère de la chaleur. Nous pouvons l'écrire C plus énergie solaire plus O2, l'oxygène, donne du CO2, le gaz carbonique, plus de l'énergie solaire libérée. Cette énergie solaire libérée, elle se manifeste par la vie dans le corps, le mouvement et la volonté, par la température animale, la chaleur biologique et affective, et par la conscience de l'animal, la lumière. Les couleurs sont toujours présentes dans le jeu de la vie. La complémentarité entre le sang végétal et animal s'exprime aussi par les couleurs qui soutiennent leur vie. Le sang végétal, la chlorophylle, est verte, le sang animal, l'hémoglobine, est rouge. Maintenant, pour avancer encore, comparons l'énergie
la vie du soleil qui s'incarne dans la matière a un autre fleuve de vie qui nourrit la terre, celui de l'eau. Une source jaillit, puis devient ruisseau, rivière, avant de retourner à la mer. Les analogies que l'on découvre entre ces deux forces de vie, lumière et eau, sont, j'ose le dire, troublantes. Dans les 2 chapitres qui vont suivre, nous allons observer l'incarnation de la lumière dans la matière, le courant d'involution, puis l'expression de plus en plus subtile de la matière qui s'organise jusqu'à rayonner la lumière. N'est-ce pas une façon d'exprimer le solve et coagula des alchimistes? Le courant d'involution de l'énergie vivante, de la lumière à la matière, ou la transformation de l'énergie vitale subtile en matière vivante, puis en matière apparemment inerte. De la source solaire, la lumière invisible court dans l'espace jusqu'à la Terre. Dans leur état biologique actuel, la plupart des organismes vivants ne peuvent métaboliser directement la lumière. Pour permettre à chaque créature de recevoir l'énergie vitale nécessaire à sa propre survie, la nature organise une grande chaîne alimentaire solidaire, un grand fleuve, un grand réseau de distribution de l'énergie de vie. La lumière est d'abord métabolisée et condensée en énergie biochimique par le végétal. Cette transformation est indispensable à la vie de l'animal herbivore qui, ne pouvant absorber directement l'énergie solaire, doit manger le végétal. L'animal carnivore, représenté par le loup sur le schéma, est incapable de capter son énergie vitale dans la lumière ou dans le végétal. Dans ce grand fleuve de la vie, il doit donc se contenter de l'absorber une marche plus bas. Il devient le prédateur de l'herbivore. Une remarque trouve ici sa place. Le rendement de transformation protéique du règne végétal au règne animal est de 10%. Pour produire une même quantité de protéines, 1 hectare de culture végétale suffit là où 10 hectares de terre consacrés à l'élevage des animaux sont nécessaires pour nourrir l'humanité. L'homme est un omnivore. Il peut donc, par son simple choix, devenir végétarien et ainsi diminuer par 10 son impact alimentaire sur la nature. Multiplié par le nombre d'humains sur Terre, la conclusion s'impose. Devenir végétarien est le meilleur argument d'écologie planétaire pour protéger notre belle planète et nourrir toute l'humanité. Longtemps, on a opposé comme argument scientifique au végétarisme la qualité des protéines et le risque de carence en acides aminés essentiels. Nous savons aujourd'hui que l'association de n'importe quelle céréale avec une légumineuse apporte plus d'acides aminés essentiels que la viande. Les sociétés traditionnelles, d'ailleurs, se sont développées sur ces associations: riz, soja, blé, haricots, blé, pois chiches, maïs, haricots rouges. En cadeau, nous arrêterions, dans notre monde moderne, dit civilisé, la souffrance de ces milliards d'animaux élevés dans des camps de concentration modernes que sont les élevages intensifs et industriels, qui sont de plus en plus des points de pollution majeurs de la planète. Dans la grande chaîne de solidarité de la vie, le malheur des animaux fera-t-il le bonheur des humains? Mais continuons notre chemin. Nous avons vu le végétal, l'animal herbivore, l'animal carnivore. La vie fait son œuvre, la mort aussi. Après la mort et l'action des micro-organismes, nous obtenons les produits de dégradation de la vie, le pétrole, le charbon, la tourbe. Pour manifester la nature solaire de ces produits, il suffit de les faire brûler. Nous obtenons de la chaleur, de la lumière et du mouvement. Nos voitures roulent. Ce sont les 3 attributs de et du rayonnement solaire: la chaleur, la lumière et la vie. Allons plus loin dans l'analogie de la lumière avec l'eau. À la source, l'eau qui jaillit est pure et cristalline. Sur son parcours, l'eau du ruisseau, puis de la rivière, vivifie tout le vivant et draine, emportant avec elle les déchets des régions qu'elle a traversées. Devenue fleuve, avant de se jeter dans la mer, près de l'embouchure, c'est toujours la même eau qui coule, la même quintessence, et pourtant, cette eau si pure à l'origine est devenue le plus souvent, par la pollution, impropre à la consommation.
La lumière prend sa source dans le soleil, puis, comme l'eau, la lumière traverse différentes régions, différents organismes, la salade, puis le lapin, puis le renard. Dans la biologie moderne, nous savons que les prédateurs qui se nourrissent en bout de chaîne alimentaire absorbent toutes les toxines accumulées le long de celle-ci. L'être humain sur Terre a un immense privilège, la liberté de choisir son niveau d'approvisionnement alimentaire. Certains sont carnivores, d'autres végétariens, d'autres encore, comme certains stigmatisés catholiques ou maîtres yogis, sont respiriens et ne se nourrissent que de lumière, peut-être simplement pour nous montrer que tout est possible à l'être humain. Portons encore un regard sur notre société dont nous sommes si fiers. Il est vrai peut-être de moins en moins, avec tous les problèmes qui s'accumulent. Où allons-nous puiser nos ressources dans la société d'aujourd'hui ? À la source de la vie, dans la lumière et les couleurs, ou dans les résidus de la vie que sont le pétrole et le charbon ? C'est toujours la même énergie qui circule et que l'on extrait pour obtenir mouvement, chaleur et lumière, les manifestations de la force solaire. En amont, nous l'avons vu, cette énergie est pure. En aval, elle s'est chargée de toutes sortes d'immondices que nous libérons généreusement dans l'atmosphère en l'utilisant. Tous les jours, on constate un peu plus les effets de la pollution due à l'excès de consommation de pétrole et de charbon. Et qu'en est-il de la médecine ? Dans notre société matérialisée, à conscience géocentrique, la médecine chimique, allopathique, la seule à ne pas être traditionnelle, s'est naturellement imposée. On va chercher nos remèdes dans la chimie, en bout de la chaîne de dégradation de l'énergie vivante. Est-ce un hasard si aujourd'hui les grands laboratoires sont tous des filières de la pétrochimie ? Ces médications, fruits de l'ingéniosité industrielle, développent une très grande puissance thérapeutique et une efficacité indéniable sur les maladies. Mais leur action est ponctuelle et leurs effets secondaires multiples. Chaque médicament cible spécifiquement une pathologie à laquelle le plus souvent il s'oppose. Nous sommes dans la médecine des antibiotiques, anti-inflammatoires, antidiabétiques, antihypertenseurs, antimigraineux, antidépresseurs. La médecine des nantis, car de surcroît elle coûte cher cette médecine. Il faut cependant lui rendre hommage. Actuellement, quand une maladie grave atteint le corps, les médicaments chimiques sont les moyens les plus efficaces connus pour sauver des vies. Qui pourrait refuser la réanimation médicale à un homme qui fait un infarctus, la chirurgie à un blessé de la route avec plaie abdominale, les antibiotiques à un malade atteint d'une méningite? Dans ces conditions, la médecine allopathique se justifie pleinement. Mais aujourd'hui, l'on connaît des lois physiologiques, relationnelles, diététiques, émotionnelles, sociales, économiques, spirituelles, qui permettraient de nous garder en bonne santé et nous préserver de nombre de maladies, limitant au maximum le recours à la chimie médicamenteuse. Toute une éducation à revoir. Avant de quitter cette médecine qui applique les lois de la chimie à toutes les maladies, remercions tous ces héros de notre société moderne, médecins, infirmiers, auxiliaires médicaux, qui vouent toute leur vie au service de leurs prochains. Chaque jour, voire même jour et nuit, ils sauvent des vies par leur dévouement, leur travail, leurs compétences. Mais nous devons aussi reconnaître aux érudits de la chimie et maintenant de la génétique une certaine intransigeance. Tout ce qui ne répond pas aux lois de la matière dense s'apparente pour la faculté de médecine au charlatanisme. Le simple fait d'affirmer « je me soigne par l'homéopathie » peut vous faire traiter de débile léger et juger comme hérétique sur l'autel de la science géocentrique. Mais laissons ce querelle et continuons notre chemin. Et si les autres médecines avaient aussi leur logique dans ce grand fleuve de la vie ? En remontant le grand fleuve de la vie, comme nous sommes passés des valeurs de l'avoir aux valeurs de l'être, nous passons de l'action quantitative d'une dose thérapeutique à l'action qualitative d'une information. Notre regard d'enfant vient nous aider à percevoir cette transition qui dépasse souvent nos aptitudes en mathématiques pour déchiffrer les équations qui les expliquent. Dans la matière dense, l'énergie n'est pas libre, elle est prisonnière d'une structure solide qui maintient la forme dans le temps. Un caillou est un caillou et reste le même caillou.
Dans la substance liquide, les molécules disposent d'une certaine mobilité qui confère au liquide sa fluidité et son adaptabilité à son contenant. Cet état différent de la matière lui permet de manifester d'autres qualités. Les travaux d'Emoto, mondialement célèbres aujourd'hui par Internet, nous montrent l'importance de l'influence des énergies musicales et psychiques sur l'eau et sa cristallisation. Les travaux qu'il a réalisés ont fait le tour du monde. À titre d'exemple, le hard rock provoque des cristallisations aux formes anarchiques, un requiem de Mozart induit des cristallisations symétriques et harmonieuses. Même les mots ont leur impact. Par exemple, merci ou meurtre induisent des structures géométriques bien différentes lors de la cristallisation. Dans le domaine de l'infinitésimal, les travaux sur la mémoire de l'eau de M. Benveniste accréditent scientifiquement l'action de l'homéopathie. Ils ont été reconnus et utilisés par le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine. Nous sommes dans le domaine de l'information. La médecine homéopathique utilise pour réguler des processus de vie l'information énergétique d'une substance obtenue par dilution et dynamisation successive en milieu aqueux. Les substances employées sont prélevées dans le monde végétal, le monde animal ou le monde minéral. Et les lois s'inversent par rapport à l'allopathie. Plus la dilution s'élève, moins il reste de matière et plus l'action du remède gagne en puissance et perdure dans le temps. Nous sommes passés de l'effet dose, où l'efficacité dépend de la quantité de produit, à l'effet énergétique, où l'efficacité dépend de la qualité de l'information transmise. Et, grand mystère, cette action du remède homéopathique continue de croître bien au-delà de la 12e centésimale, la 12 CH. Avec cette dilution, nous dépensons la limite mathématique du nombre de molécules d'Avogadro, ce qui signifie qu'à partir de la 12e centésimale, il n'y a plus de matière dans la préparation. La puissance d'action continue cependant de croître dans la dilution, dynamisation successive suivante, alors que ne subsiste que la mémoire de l'empreinte de la matière. Le remède homéopathique, plus en amont dans le fleuve de la vie, recouvre un champ d'action beaucoup plus vaste que le remède homéopathique, même s'il est moins prégnant sur la matière. Un même remède peut avoir une action sur différents systèmes, circulatoires, digestifs, musculaires, ainsi qu'une action sur les sphères physiologiques, neurovégétatives et psychiques. L'action du remède qui se module en fonction de sa dilution ne vise pas à réprimer ou à s'opposer à un symptôme, mais à réguler tout un système biologique ou psychologique pour rétablir un équilibre. L'absence de matière tangible dans le remède homéopathique a généré l'adage bien connu « Si l'homéopathie ne fait pas de bien, elle ne fait pas de mal ». C'est, il faut le reconnaître, un peu vrai. Une information qui n'est pas prise en compte est impuissante. Prenons un exemple. Si une personne ordinaire dans son bureau prononce ces paroles à l'attaque, il ne se passera rien. Elle risque même de se faire rabrouer par ses collègues. Calme-toi, Tartampion, tu devrais prendre un peu de repos. Maintenant, si un général d'armée dans son bureau prononce ces mêmes paroles, ce sont des milliers de soldats qui exécutent son ordre et se mettent en mouvement, et c'est la guerre. Une simple parole. Avec les élixirs floraux, encore plus proches de la source lumineuse, nous sommes à un niveau d'action encore plus global. L'énergie thérapeutique est celle de l'information contenue dans les fleurs qui s'ouvrent au soleil. Elle est recueillie par immersion de leur corolle dans une coupelle d'eau pure exposée à la lumière dynamisante du soleil. L'action de ces préparations, dont le docteur Bach fut l'inventeur, se fait surtout au niveau de l'âme sensible de la personne. Les conséquences de ces informations, très en amont dans le fleuve de la vie, auront une répercussion en aval sur toute la suite des processus d'incarnation psychologique et biologique de la personne. Avec les couleurs-lumière maintenant, encore plus près de la source, nous pouvons envisager une approche thérapeutique plus subtile encore. La fleur, même s'il s'agit de la partie la plus délicate du végétal, a déjà, selon sa propre nature, métabolisé et orienté l'énergie solaire lumière. C'est une indéniable richesse d'expression, mais aussi une limitation par rapport au grand tout. Les couleurs de l'arc-en-ciel, quant à elles, sont des énergies natives, des énergies essentielles.
les couleurs lumière stimulent tous les métabolismes d'une créature dans ce qu'elle a d'unique dans l'univers. Nous y reviendrons, cette médecine permettra à l'homme de manifester ce qu'il est de toute éternité, un enfant, un être de lumière. Allons plus haut encore. À la source de la vie, l'esprit et les vertus, dans la tradition hébraïque, sont 7 esprits qui se tiennent devant le trône du Très-Haut. Saint Jean y faisait aussi allusion dans l'Apocalypse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Selon cette connaissance, les couleurs lumière sont dans leur essence la première manifestation qui nous est accessible de la divinité, qui incarne dans notre monde ses vertus par la lumière qui les unifie. Si elles sont invisibles à nos yeux, nous ressentons pour la plupart d'entre nous leur action sur notre être. Nous le verrons plus loin. L'étude de la lumière qui s'incarne, de l'esprit qui s'incarne est la véritable médecine, celle de la source de vie. Cette médecine naturelle, spirituelle que l'on ignore aujourd'hui est celle que l'on retrouve dans l'enseignement de Jésus-Christ. La lumière confère la vie éternelle, elle est la vérité qui nous affranchit du péché et de la maladie, comme l'esclave est affranchi de sa servitude. Il nous faut relire le Nouveau Testament avec notre compréhension d'homme moderne pour nous imprégner de la nouvelle conscience que Jésus-Christ a insufflée il y a déjà 2000 ans déjà. Comme le temps passe vite. Mais ces vérités ne sont accessibles pour la plupart d'entre nous qu'à l'intelligence du cœur qui accède naturellement à des aspects de la vie encore inaccessibles à notre logique mentale, sauf bien sûr si l'on est compétent en physique quantique. Et encore, l'intérêt n'est pas de savoir, mais de vivre l'expérience. L'ordonnance du médecin n'est utile que si l'on suit ses prescriptions et non si l'on se contente de les apprendre par cœur. Bien sûr, initialement, cela nous demande à lâcher prise par rapport à nos conceptions mentales géocentriques erronées. Mais la vérité est la vérité. De plus en plus, les avancées de la science confirment ces vérités enseignées par les guides spirituels il y a bien longtemps déjà. Mais soyons raisonnables. Dans notre société, chaque médecine, même la plus allopathique, et j'oserais dire aujourd'hui surtout la médecine allopathique, a sa pleine justification d'exister, car dans l'état de cristallisation géocentrique institutionnelle dans laquelle nous sommes tous plongés depuis si longtemps, les remèdes d'urgence s'imposent dans tous les domaines. Quand le véhicule est dans le mur, il ne s'agit plus d'apprendre à conduire ou penser à régler les freins. Seules les interventions du SAMU, des pompiers, des gendarmes, d'un bon carrossier, d'un excellent garagiste, sans oublier l'assureur et tous les autres acteurs, permettront de restaurer la situation. Faute de savoir intégrer une intelligence multicentrique respectueuse du grand tout, la conscience géocentrique planétaire exclusive génère tous ces accidents de parcours que sont les guerres, les conflits et les crises économiques que nous rencontrons sur la planète, sans oublier tous nos problèmes personnels. Cela coûte cher, très cher dans tous les domaines, et cela génère beaucoup de souffrance. Pire même, cela ne règle rien en amont. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne s'agit pas de critiquer cette société, c'est nous tous qui l'avons créée et sécrétée, c'est la nôtre. Mais il est peut-être temps de comprendre et d'intégrer la découverte de Copernic et de Galilée et les enseignements spirituels pour mieux adapter notre mode de vie à notre environnement. Nous pourrions ainsi écrire une histoire plus légère et moins douloureuse pour tout le monde. Pourquoi n'adopterions-nous pas une stratégie de vie plus en adéquation avec la réalité de l'univers dans lequel nous vivons? Nous avons aujourd'hui toutes les connaissances et tous les possibles pour la réaliser. Involution, évolution, mais pourquoi donc? La relation esprit et matière, une grande histoire d'amour, un grand spectacle à découvrir pour apprendre à bien le vivre. Nous venons d'étudier le courant qui descend du Soleil vers les profondeurs de la Terre, vers les tombeaux, les gisements pétroliers. Je vous propose maintenant de suivre le courant inverse qui remonte de la Terre vierge vers la source de vie, le chemin de la matière vers la conscience. Sous l'impulsion de la vie,
La matière, initialement informe, s'organise dans une complexité croissante, permettant la manifestation d'états de conscience de plus en plus élaborés à travers les différents règnes de la nature. Nous allons observer tour à tour le minéral, le végétal, l'animal, puis l'humain. Pour connaître le pourquoi de cette aventure, il faudrait interroger la force de vie de l'univers, demander au bon Dieu. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux que vous proposer une hypothèse humaine, la mienne. Initialement, la lumière n'a peut-être pas conscience d'elle-même. Elle acquiert cette conscience à travers le grand circuit qu'elle effectue dans la matière, qui lui sert de terrain d'expérimentation par le jeu d'effets miroirs de causes et de conséquences. L'aboutissement en serait l'incarnation de l'esprit dans la matière et la spiritualisation d'une matière devenue consciente. L'histoire d'une rencontre, une grande histoire d'amour entre l'esprit et la matière, une aventure à grand spectacle. L'univers n'est-il pas le plus grand théâtre qui nous est offert pour découvrir, par l'expérience individuelle et collective, la force de vie, la divinité qui se cache en chacun de nous depuis toujours? Et pour la grande majorité des humains dont je fais partie, elle reste encore à révéler à travers notre matière biologique. Les ténèbres, la matière, notre matière biologique peut s'ouvrir à son rythme, selon notre bon vouloir, à la lumière de l'esprit. Elle peut se fondre progressivement à la mesure de notre abandon dans son amour universel. Un retour à la source en quelque sorte, à notre propre source, l'esprit, notre propre esprit. Ne serait-ce ce qui était exprimé dans la Bible par les noces de l'agneau? Notre matière est en potentiel l'épouse de l'esprit universel qui attend patiemment notre bon vouloir. Le processus d'ascension est peut-être simplement le passage de notre conscience vivante d'un monde tridimensionnel où l'esprit est assujetti à la matière, à la possibilité d'un vécu multidimensionnel où l'esprit, devenu roi, module la matière à son gré. Les miracles réalisés par Jésus et par certains mystiques en seraient la manifestation.